Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Merci à tous et bienvenue au sommaire de cette édition d'information. Mali, affaire des 46 soldats, état des lieux après 5 mois de détention. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, il a effectué une visite éclair le 8 décembre 2022 au Mali et son passage a été l'occasion de s'entretenir avec le président, le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont bien sûr porté sur la situation des 46 soldats torsés de mercenaires détenus au Mali. Un prétexte bien sûr pour notre rédaction de revenir sur l'état des lieux dans quelques instants. Et puis toujours en une de cette édition d'information, Burkina Faso-Russie, coopération, un permis d'exploitation d'une mine d'or accordé à Moscou. C'est une décision qui a été prise lors du dernier conseil des ministres du côté du Faso. Un nouveau permis d'exploitation d'une mine d'or a été attribué à la société russe Nordgol Yimyugu SA dans la commune de Kosimoro, province de San-Mantenga, région du centre-nord du pays. On y revient dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand journal. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube. Nous écoutez sur la 96.3 FM For You Radio. On démarre avec l'actualité au Mali. Je vous l'annonçais en titre. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a effectué une visite éclair à Bamako. Celle-ci a débuté le 8 décembre 2022 et durera 48 heures. Là-bas, avec le colonel Assimi Goïta, il s'est entretenu sur la situation des 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet 2022. Le prétexte a été trouvé par la rédaction de For You Media Africa pour revenir sur ce dossier. Incursion donc dans ce dossier sensible devenu complexe 5 mois après leur arrestation à l'aéroport de Modibo Keïta. Guéné, dans cet élément, nous livre l'état des lieux. Alors que le site d'information burkinabé Wakatsira s'interroge sur la capacité du colonel Assimi Goïta à muter en Père Noël au Mali, l'heure est au démenti concernant les fausses allégations relayées par l'agence française de presse qui évoque des injonctions faites par la CEDEAO au Bamako dans un dossier transformé en 5 mois en une scabreuse affaire aux allures d'incidents diplomatiques entre Abidjan et Bamako. 5 mois plus tard, où en est-on dans un dossier d'Ilka? Que valent réellement les médiations tentées jusqu'ici? Pour répondre à ces interrogations pourtant importantissimes, force est de constater que pas besoin de lire dans une boule de cristal pour dégager un bilan négatif. C'est un fait, nul guère d'être un observateur averti pour se rendre compte que la situation n'a pas évolué sur le terrain, laissant place à d'autres interrogations et suspicions. Comment résoudre définitivement cette équation à 46 inconnus? Même la voie diplomatique privilégiée jusqu'ici semble déplacée à tout point de vue, car du côté de Bamako, les autorités de la transition se refusent de parler de blocage à propos du maintien en détention des 46 mercenaires, l'affaire étant pendante devant le juge d'instruction. Il faut donc laisser libre cours à la procédure judiciaire, une procédure qui pourrait déboucher sur une condamnation avant de penser à une éventuelle grâce présidentielle qui viendrait du palais de Koulouma. Faut-il attendre jusqu'au 1er janvier 2023 le délai fixé par la CEDEAO ou alors les choses se feront une nouvelle fois au rythme de Bamako? Quoi qu'il en soit, le dossier se complexifie. Sur le terrain, Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères, vient d'effectuer une visite à Bamako où une fois de plus, il a pu s'entretenir avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et au Burkina Faso, le gouvernement a donné récemment son accord pour l'octroi d'un nouveau permis d'exploitation d'une mine d'or à la société russe Nordgold Yimyugu SA dans la commune de Kosimoro, province de San-Mantenga, région du centre-nord du pays. C'était lors du dernier conseil de ministres. Accord qui pourrait permettre au pays de jouir de ses ressources minières. On revient sur cet élément avec vous, Bala. Selon le compte rendu du Conseil des ministres publié le jeudi 8 décembre 2022, le gouvernement burkinabé a octroyé un permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold, dont la commune de Korsimoto,
province de Sanmantenga, dans la région du centre du pays. Les autorités prévoient la production de plus de 2,5 tonnes d'or et des revenus de 5,3 milliards de francs CFA sur 4 ans. Notons que le rapport du Conseil des ministres souligne que les réserves minières du gisement de Yimogo sont estimées à 1 500 à 412 tonnes de minerais avec une teneur moyenne de 1,88 grammes par tonne et un taux de récupération métallurgique estimé à environ 87,1%. À l'issue de ce conseil, le ministre en charge des mines, Simon-Pierre Boussima, a également fait savoir que le gouvernement a donné des instructions de faire diligence sur certains dossiers qui peuvent permettre au Burkina Faso de tirer profit de ses ressources minières, notamment le recul du code minier et la mise en place d'un projet de raffinerie pour raffiner l'or du Burkina, ceci afin de savoir exactement la teneur en or au Burkina et ce que les sociétés industrielles exploitent pour volume d'or dans le pays. Pour rappel, depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina Faso, devançant le coton et classant le pays parmi les plus grands producteurs d'or d'Afrique, à côté de l'Afrique du Sud, du Ghana et bien sûr du Mali. Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, a posé ce vendredi 9 décembre 2022 ses valises à Abidjan, ce pour une visite officielle qui va durer 2 jours. Sécurité, économie, culture, aide à la formation, investissement sont entre autres des points à mentionner, bien sûr, lors de cette visite qui vient consolider les rapports entre Paris et Abidjan. À noter que la France figure parmi les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. Kouetou pour les détails. Pour sa première visite officielle en Afrique, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, fait le choix de la Côte d'Ivoire. Un choix de cœur et de raison selon ses propres propos. La France étant partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, pays avec lequel elle entretient de bonnes relations dans les domaines très variés, comme l'économie, le développement, la culture, le sport, l'entrepreneuriat, la sécurité ou encore le soutien à la formation. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui se trouve à Abidjan, a déjà formé plus de 900 stagiaires depuis son lancement en 2021. Les questions sécuritaires vont évidemment meubler les échanges entre Catherine Colonna et Alassane Ouattara, le président ivoirien. Malgré la fin de l'opération Barkhane, la France déploie encore quelques 3000 militaires au Sahel. La ministre française va rencontrer le samedi 10 décembre Birahim Ouattara, le ministre ivoirien de la Défense. L'agenda de Catherine Colonna prévoit également un entretien avec son homologue ivoirien, Kandia Camara. La relation franco-ivoirienne, plus que jamais au beau fixe dans un contexte géopolitique marqué par un sentiment anti-français qui gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. 100 000 Ivoiriens vivent actuellement en France et 20 000 Français vivent en Côte d'Ivoire. La France est le premier investisseur en Côte d'Ivoire, avec 840 entreprises présentant le pays pour environ 4,9 milliards d'euros d'investissement. Toute chose qui rend l'économie ivoirienne encore assez tributaire de la France. Et en Guinée équatoriale, à présent, le président Teodoro Obiang-Nguema, réélu pour son 6e mandat, a prêté serment ce jour. La cérémonie qui l'installe pour les 7 prochaines années a vu des invités de marque tels le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Comme habité a suivi pour nous cette actualité, je vous propose son reportage. Il a été réélu avec 94,9% des suffrages le 20 novembre 2022. À 80 ans à la tête de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo briguait ici un 6e mandat de 7 ans. La cérémonie d'investiture qui s'est tenue à Malabo, capitale politique du pays, était en présence des homologues d'autres pays tels que le président du Burundi, de Sao Tomé et Principe, de la Centrafrique, sans oublier le président du Zimbabwe. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, au cours de son investiture, a affirmé qu'il n'était pas le président d'un groupe tribal, ethnique
ou des croyances particulières, mais qu'il serait toujours le président de tous les Équato-Guinéens. Teodoro Obiangema Mbazogo et ses homologues ont ensuite assisté au défilé militaire. Rappelons qu'il a pris le pouvoir en 1979, après l'indépendance du pays en 1968, dominé alors par l'Espagne. De même, le pays est le troisième producteur du pétrole et le troisième pays le plus riche en Afrique subsaharienne. Et à présent, nous parlons de la République démocratique du Congo avec le massacre de Kishiché suite à l'attaque meurtrière survenue les 29 et 30 novembre dernier dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies a dressé un bilan de 131 civils exécutés arbitrairement par des balles, dont 102 hommes, 7 femmes et 12 enfants, grâce à l'interrogation de quelques 52 victimes et témoins. Et Mamouto nous en dit plus dans cet élément. Dans un bilan préliminaire de l'Organisation des Nations Unies, au moins 131 civils, dont 102 hommes, 7 femmes et 12 enfants ont été exécutés arbitrairement par des balles ou d'autres armes à Kishiché, les 29 et 30 novembre, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué, l'ONU fait aussi état de 8 personnes blessées par balles et 60 autres enlevées. Alors qu'au moins 22 femmes et 5 jeunes filles ont été violées, précise le document, si les enquêteurs n'ont pas pu se rendre sur les lieux du massacre pour des raisons de sécurité, ils disent avoir interrogé 52 victimes et témoins dans la ville de Rwindi, à 20 km. Kinshasa avait indiqué de son côté que quelques 300 personnes, des civils, avaient péri dans des attaques attribuées aux rebelles du M23 dans la localité de Kishiché. Des violences menées dans le cadre d'une campagne de meurtre, de viols, d'enlèvements et de pillages contre 2 villages du territoire de Rutshuru en représailles aux affrontements entre le M23 et d'autres groupes armés, soulignent les Nations Unies. Et parlons à présent de l'actualité du côté du Tchad. Le président du parti d'opposition Les Transformateurs au Tchad s'est livré à une interview sur un média français. Celui-ci est revenu sur les répressions du 20 octobre 2022. Il a appelé la communauté internationale à juger de cette situation ainsi que des projets du président Mahamat Idriss Déby Itno de briguer la présidence après avoir prorogé la transition à 24 mois de plus. Comment comprendre cet énième appel à la communauté internationale quand déjà on accuse le pays français d'être aux manettes? Tchéelou Lawson, vous êtes analyste politique, vous êtes l'invité de ce grand journal. Merci Madame Bégoudé pour cette invitation. Je salue tous les panafricanistes et les téléspectateurs. Je pense que la sortie du président des Transformateurs est assez éloquente en termes de sa perspective. Nous sommes dans une situation de violation systématique des droits de l'homme. On ne peut pas s'empêcher de le dire, où on dénombre 50 à 500 morts selon les bilans de cette manifestation. Et puis des condamnations assez expéditives. Donc le bilan, quand même, sur le plan humain, est assez catastrophique. Cela vient, je dirais, expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. En réalité, eh ben, nous assistons à une succession dynastique sur fond de mensonges et aussi de violation des droits de l'homme, mais également de non-respect des paroles données. Nous avons vu comment le président Macron a participé à asseoir donc le fils Kaka. Ses promesses de ne pas de rendre le pouvoir après les 18 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où il veut visiblement rester au pouvoir, non seulement après ces 2 ans de prolongation, mais avoir 2 mandats de 6 ans. Et donc, voilà.
Alors, je pense que la communauté internationale, comme l'a dit le président des transformateurs, a une responsabilité dans le drame tchadien et que l'ONU doit pouvoir s'impliquer davantage pour trouver une forme de résolution, n'est-ce pas, de cette crise de succession dynastique pour permettre au Tchad de retrouver la paix, la sécurité, mais aussi des élections démocratiques pour faire valoir la souveraineté du peuple tchadien. On ne peut pas laisser impuni ce crime inhumain contre l'humanité, contre les Tchadiens. Succès Masra a martelé dans la même interview à ce média français que l'opposition ne lâcherait pas prise malgré l'effectivité du pouvoir du fils d'Ebi Itno en évoquant la division du pays en deux. Celui-ci a dit, je cite, « Un pays dirigé par les armes », fin de citation, et celui dirigé par le pouvoir légitime. Dans quel prisme inscrire ces propos tout de même alarmistes, Thielou Lawson? Je pense qu'il met la communauté internationale devant le pied du mur, parce que la communauté internationale ne peut pas tenir à la fois un discours de respect des droits de l'homme, de respect de la démocratie, de la gouvernance, des élections libres et démocratiques, d'un côté, en même temps, quand il s'agit du cas du Tchad, qu'il faut mettre en perspective avec ce qui s'est passé au Togo, où c'est le même scénario, où la communauté internationale tient un discours, mais quand devant les faits, devant la réalité, eh bien, soutient le contraire de son discours, en sacrifiant sur l'autel des Africains qui ont cru à ce discours de démocratie, d'élection libre et démocratique. Donc, le message, comme l'a dit le président des transformateurs, le message qui en ressort, c'est que quand vous avez le pouvoir des armes, eh bien, vous pouvez vous imposer et garder le pouvoir en devers et contre la volonté du peuple. Ce qui justifie donc une division du pays. Là était ma question, Thielou Lawson. Dans quel prisme est-ce qu'on peut justement inscrire ces paroles qui paraissent alarmistes lorsque le président des transformateurs, Succès Masra, parle d'un pays dirigé par les armes et par un pouvoir légitime? C'est ça, c'est-à-dire que d'un côté, eh ben, c'est parce qu'ils ont les armes, c'est parce que Déby, fils a les armes, il s'impose et veut rester au pouvoir de vitam. De l'autre côté, ben, le peuple tchadien qui croit à la démocratie, qui croit aux élections libres et démocratiques, eh ben, ce peuple est massacré aujourd'hui. Donc la seule façon de pouvoir mettre fin, eh ben, c'est peut-être également chercher à prendre les armes et c'est une question justement où le pays sera en feu à sang encore pour des générations à venir. Et c'est ce qu'on voudrait qu'on évite pour que la communauté internationale comprenne que le pouvoir ne doit pas être le résultat ou la résultante de la force des armes. Il faut permettre au peuple de pouvoir choisir ses dirigeants et c'est ça aussi la souveraineté et c'est ça aussi que les Africains veulent aujourd'hui et ne pas imposer les dirigeants par les armes. Je pense que la solution n'est pas au bout du fusil, mais la solution c'est le vote des Tchadiens, de leur permettre en toute liberté, en toute souveraineté de pouvoir choisir leurs dirigeants. Et c'est ça le devoir aujourd'hui de la communauté internationale qui a un double langage malheureusement sur ces questions. Et je pense que le président des transformateurs a raison de les mettre devant le pied du mur. D'accord, merci infiniment Thielou Lawson. Vous étiez l'invité de ce grand journal. Je rappelle que vous êtes analyste politique et leader du mouvement panafricain Pyramide. Entre Moscou et Washington, il y a eu échange de prisonniers puisque nous sommes à présent au-delà des frontières africaines. La Russie a échangé avec Washington la basketteuse américaine Brittney Griner, emprisonnée pour trafic de cannabis contre le célèbre marchand d'armes russe Viktor Bout, détenu aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Noira nous en fait le récit dans cet élément. La Russie et les États-Unis ont procédé à l'échange de la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue en Russie pour trafic de cannabis contre le ressortissant russe Viktor Bout,
qui purgeait une peine de prison de 25 ans aux États-Unis, notamment pour trafic d'armes. Selon Moscou, c'est le résultat de longues négociations menées entre les deux pays. Washington refusait catégoriquement tout dialogue sur l'inclusion du russe dans le schéma d'échange. Néanmoins, la Fédération de Russie continuait de travailler activement pour libérer notre compatriote, a noté le ministère russe des Affaires étrangères. Du côté de Washington, le président américain Joe Biden avait affirmé que les Émirats arabes unis les avaient aidés à faciliter la libération de leurs ressortissantes. Moscou-Washington discutait depuis plusieurs mois d'un échange de prisonniers impliquant Victor Bout et Brittney Griner. Cependant, plusieurs fois la Russie a reproché à Washington de faire des déclarations publiques sur ces négociations alors qu'elles étaient en cours. Le chef d'État américain, de son côté, a précisé que Washington n'avait pas encore réussi à faire libérer Paul Whelan, un ancien soldat américain considéré par Moscou comme un haut gradé du renseignement en mission d'espionnage. Pour rappel, Victor Bout avait été arrêté en Thaïlande en 2008, notamment pour trafic d'armes. Il était détenu aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Quant à la basketteuse américaine de 32 ans, arrêtée en février dernier, elle avait été transférée en novembre vers une colonie pénitentiaire en Russie afin de purger sa peine de 9 ans de prison pour trafic de drogue. La championne de basket américaine, Brittney Griner, a retrouvé jeudi la liberté en échange de celle du célèbre marchand d'armes russe Victor Bout. Des images diffusées par Moscou l'ont montré quittant sa colonie pénitentiaire, puis à bord d'un avion. Près de 28 milliards d'euros en termes de contrats ont été signés le 8 décembre dernier entre la Chine et l'Arabie Saoudite pendant la visite du président chinois à Riyad. À cet effet, il y a une série de contrats dans les domaines de l'énergie ou encore de la pétrochimie. Komabité revient sur ces différents contrats dans cet élément. Des compagnies saoudiennes et chinoises ont signé jeudi soir 34 accords d'investissement dans le cadre de la visite du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au Royaume d'Arabie Saoudite, en présence du ministre de l'Investissement, Ling Khalid bin Abdulaziz Al-Fali, et des représentants d'agences gouvernementales liées au secteur dans lesquels les accords ont été signés. Les accords entre les deux parties couvraient plusieurs secteurs dans le domaine de l'énergie verte, de l'hydrogène vert, de l'énergie photovoltaïque, des technologies de l'information, de services clous, des transports et de la logistique, des industries médicales, du logement et des usines de construction. Pour la Chine, le royaume saoudien, comme une force importante dans un monde multipolaire, est attaché une grande importance au développement d'un partenariat stratégique global avec ce pays. Une visite de 3 jours, critiquée par les États-Unis, partenaire traditionnel du royaume saoudien. Ce que l'on sait, c'est que l'Arabie saoudite a entrepris ces dernières années d'élargir ses relations économiques et politiques. Il faut noter que la Chine est le premier importateur du pétrole brut d'Arabie saoudite et le royaume saoudien, quant à lui, est le premier exportateur d'or noir. Mais le prince Mohamed voit aussi la Chine comme un partenaire potentiel dans le cadre de son ambitieux programme de réforme visant à réduire la dépendance du royaume au pétrole. Les entreprises chinoises pourraient ainsi se voir attribuer des contrats dans les grands projets en cours, notamment dans le domaine de la technologie de surveillance très développée en Chine. De son côté, mercredi, Washington a mis en garde contre l'influence que la Chine veut gagner dans le monde entier, estimant qu'elle n'est pas de nature à préserver l'ordre international. Et en
parle à présent de sport, notamment de football. Coupe du Monde Qatar 2022. Le Brésil a été éliminé par la Croatie de quart de finale. 4 tirs marqués contre 2. Le résultat a sanctionné la victoire de la Croatie sur le Brésil lors de la fatidique séance des tirs au but. Le rêve brésilien de s'adjuger sa 6e Coupe du Monde vient d'être brisé net par la volonté et une envie de gagner des Croates. Après avoir mené au score 1-0 à la fin de la première mi-temps des prolongations grâce à la star parisienne Neymar Junior, la Seleção s'est vue accrochée par la Croatie de Luka Modric qui vers les arrêts de jeu de la seconde période des prolongations grâce à Petrovic rentré dans le cours du jeu. Finaliste du Mondial 2018, la Croatie va tenter de jouer une place en finale face au vainqueur du match Pays-Bas contre Argentine. Et voilà qui referme cette édition d'information sur For You Media Africa. Vous nous avez regardé nos différentes plateformes Internet, Facebook et YouTube. Vous nous écoutiez sur la 96.3 FM For You Radio Africa. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes car l'information se poursuit sur nos différents médias. Au revoir, Cotonou.